Ceci, de vous abonner sur Genor TV. Vous allez nous suivre, nous sommes là pour vous. Il y a des bonnes choses ici Très chers téléspectateurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, Bishop Frank Osvaldo Hill, qui est devant vos petits écrans. Nous sommes sur le plateau de la chaîne YouTube Genor TV. Nous vous demandons d'abord de vous abonner massivement et liker nos vidéos, pourquoi pas partager. Nous allons animer une émission politique autour des réalités qui défraye la chronique, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement. Nous avons sur notre plateau un invité, c'est un jeune qui est en train d'émerger, surtout en politique. Voilà pourquoi nous avons fourni l'effort de les trouver pour que nous puissions les interviewer. Il s'appelle Gina Nganga, il est cadre politique et membre de MCU. Donc c'est un mouvement de Congolais unis. C'est lui qui va répondre à toutes nos questions. Je pense que vous serez vraiment édifiés. Parce que c'est un jeune qui se débrouille vraiment très bien. Il se débrouille vraiment très bien. Il sera là exposé devant notre caméra. Bonjour, M. Nganga. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Nous allons bien. Comment vous avez passé la journée? Non, la journée est bien passée. Mais je ne vous vois pas content. C'est comme si vous n'êtes content. Vous n'êtes pas content d'être invité par nous? Non. Parce que je vous vois souvent dans des émissions, vous animez des émissions, vous parlez trop, tout ça. Mais nous avons essayé de vous atteindre pour que vous puissiez aussi parler devant notre caméra. Mais je ne vous vois pas dans la joie. Non, on doit être dans la joie et je suis particulièrement content et je te remercie de cette opportunité que tu m'as offert. Parce que la question, ou parfois les questions que nous devons soulever maintenant sont des questions pertinentes aux réalités que nous avons dans notre société et dans notre pays. Et si parfois on n'a pas l'air d'être content, c'est parce que les questions qui sont dans notre pays vraiment mettent notre peuple mal à l'aise et notre peuple n'est pas content. Voilà pourquoi si on n'est pas peut-être content, c'est par rapport à ce que nous vivons. Merci beaucoup. Nous avons invité, c'est parce qu'il y a beaucoup de réalités qui se passent actuellement dans notre pays. Nous avons voulu partager avec vous parce que vous parlez aussi trop politique. Nous vous voyons souvent sur les différentes chaînes en train de parler, d'animer des émissions à caractère politique et social. C'est ainsi que nous vous avons invité sur notre plateau de Genor TV pour que vous puissiez aussi exposer, parce qu'il y a beaucoup de réalités actuellement dans notre pays qui se passent, surtout en politique. C'est pour cette raison que nous vous avons invité. Je crois nous allons tourner autour de 3 questions majeures pendant notre émission. La première question, l'accord préélectoral. L'accord préélectoral, c'est-à-dire l'accord que des individus ont signé avant les élections. C'était pendant la période préélectorale qu'ils ont signé cet accord-là. Donc l'accord de Kabila et M. Tshisekedi. C'est notre première question que nous allons pouvoir aborder pendant notre émission. Et la deuxième question, c'est l'accord post-électoral. L'accord post-électoral, c'est-à-dire l'accord FCC, cash. La troisième question, c'est sur l'union sacrée. Je pense que ce sont des points très majeurs. Vous serez vraiment édifiés. Mais nous allons d'abord commencer avec cette première question de l'accord préélectoral. C'est l'accord des individus, des Congolais qui ont signé cet accord. C'était avant les résultats de Nanga. Ils ont signé cet accord et dans cet accord, il y a beaucoup de clauses. C'est autour de ces clauses que nous allons pouvoir parler.
Comment vous trouvez cet accord ici, M. Nganga? Bon, merci beaucoup pour la question. L'accord préélectoral, c'est-à-dire l'accord signé entre M. Kabila et M. Tshisekedi des Congolais, cet accord, c'est un acte sans privé, un accord qui lie des parties contractantes, c'est-à-dire M. Kabila et M. Tshisekedi. Donc on peut à ce niveau se limiter ici parce que nous, à notre avis, c'est un accord qui lie les deux leaders politiques, M. Kabila et M. Tshisekedi. Merci beaucoup. Maintenant, quel est l'impact que cet accord-là a dans la vie quotidienne des Congolais? D'abord, je vais parler de l'impact politique et juridique. Quel est l'impact politique? Commençons d'abord avec l'impact politique. Quel est l'impact politique que cet accord a dans la vie quotidienne des Congolais? Parce que beaucoup de gens parlent de cet accord. Même les camps FCC parlent de cet accord, CAJ parle de cet accord. Il y en a ceux qui insultent même l'ex-président Kabila, juste à cause de cet accord-là, parce qu'il y a une copie qui circule dans des réseaux sociaux. Alors, il y a un camp qui s'oppose, il y a d'autres camps qui défendent cet accord-là. Bon, maintenant, quel est l'impact que cet accord a dans la vie quotidienne des Congolais? L'impact politique. Bien, merci. Vous parlez, vous dites qu'on commence avec l'impact politique. Mais à mon avis, moi, je souhaiterais qu'on commence avec, l'impact juridique. Il n'y a pas de problème. Et puis, je vais descendre avec l'impact politique. Sur le plan des droits, à mon avis, cet impact est déni les faits parce que c'est un acte sous sein privé. Et d'ailleurs, mais c'est que en signant cet acte ou cet accord politique, mais c'est que était un citoyen congolais n'ayant pas la qualité d'engager la République. Et à notre avis, cet accord n'a pas d'impact juridique sur la République, car n'est liant que M. Kabila et son allié M. Tshisekedi d'aujourd'hui, président de la République et chef de l'État. Mais sur le plan politique, cet accord a des conséquences considérables, en ce sens que le manque de confiance mutuelle entre les deux leaders politiques, on ne sait pas, pour des raisons de positionnement politique, de traîtrise, on ne sait pas. Cet accord, peut-être si on le viole entre les deux parties au contrat, je ne sais pas, c'est un accord politique. Si on parvenait à violer cet accord et que cela, c'était de la méfiance entre les deux parties à l'accord, ça pourra créer des crises politiques, ce qui va menacer les sociétés des Congolais, déjà un peuple paupérisé par des crises, par de récentes guerres, des crises politiques et sociales. Donc cela aura vraiment un impact non négligeable sur la vie des citoyens congolais que nous sommes. Voilà pourquoi, sur le plan des droits, ce que je peux résumer, il n'y a pas un impact sur la République, mais sur le plan politique, nous pouvons affirmer que cet accord politique a un impact parce que les deux messieurs Kabila aujourd'hui sénateur à vie et M. Tshisekedi d'aujourd'hui président de la République et chef de l'État sont les deux leaders politiques qui ont toujours alimenté la vie politique congolaise. Voilà pourquoi cet accord politique, sur le plan, je dirais, permettez-moi cette tautologie, sur le plan politique, a un impact considérable. Merci beaucoup. Maintenant, qu'en dites-vous sur les clauses ou sur les obligations, parce qu'il y a à peu près 3 clauses là-bas ou 4 clauses comme ça. Mais dans cet accord ici, nous remarquons qu'il n'y a qu'une seule partie qui a des obligations à respecter. C'est la partie de Tshisekedi, Fachi. Pourquoi? Parce que dans cet accord, il est demandé à Fachi de protéger Kabila. Toutes ces infractions, tous ces crimes de sang seront supprimés sous Fachi. Tandis qu'en droit, vous êtes du domaine. Les crimes comme crimes de sang, en droit, ce sont des crimes qui sont imprescriptibles. Même si Félix faisait,
ces 2 mandats, mais après, celui qui viendra là, il pourra parfois soulever les cas. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre analyse juridique? Parce que vous avez dit que sur le plan juridique, ça n'a aucun impact. Mais nous voyons là-bas, il n'y a qu'une seule partie qui a des obligations. Donc, c'est lui qui est censé respecter ces obligations-là. C'est lui qui est censé respecter ces clauses-là. 1, pour les immunités de Kabila. 2, pour les élections, il faut que Félix soutienne aussi Kabila aux élections de 2023. Vous voyez? Maintenant, comment est-ce que lui peut soutenir Kabila, qui a déjà consommé tous ses 2 mandats, qui n'a pas encore sur le plan constitutionnel, il n'y a aucune disposition qui les soutienne pour qu'il postule encore, pour qu'il redevienne encore président de ce pays. C'est-à-dire, d'une manière indirecte, c'est-à-dire ils vont procéder par la modification de certaines dispositions constitutionnelles. Quel est votre commentaire par rapport à cette position-là? Merci beaucoup pour cette question. D'abord, je vais commencer par vous dire que les clauses de l'accord préélectoral entre M. Kabila et M. Tshisekedi sont inconstitutionnelles. En sens que lorsque l'accord prévoit les immunités contre les poursuites à l'endroit de M. Kabila pour des crimes commis pendant l'exercice de son pouvoir pendant ses 18 ans de règne au sommet de la République, je dirais des crimes décents. Crimes décents. Vous l'avez dit, ce sont des crimes imprescriptibles. C'est-à-dire que l'action publique doit toujours être mise en mouvement, doit toujours être mise en œuvre et sans délai d'écoulement. Verrouillé de l'article 220 de la Constitution de la République. Et d'ailleurs, lorsqu'on veut... D'ailleurs, c'est déjà la procédure entamée par l'un des députés... Le sénateur Kassange. Il est député national, je crois. Il est sénateur. Oui. Vous voyez un peu que M. Ngoï Kassange avait déjà pris cette initiative. C'était parmi déjà les clauses de l'accord préélectoral entre M. Kabila et M. Tshisekedi. Donc, ce sont des dispositions inconstitutionnelles. Donc, cet accord est d'abord à des dispositions inconstitutionnelles. Donc, les crimes décents doivent être poursuivis même après le règne de M. Tshisekedi. Et d'ailleurs, supprimer le principe du suffrage universel direct est inconstitutionnel et figure parmi les dispositions de la Constitution verrouillées. Ce sont des dispositions intangibles, donc on ne peut pas les toucher même s'il y a révision constitutionnelle. Donc c'est ce que je peux vous répondre sur cette question. Merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi très bien notre invité. Par rapport à cet accord-là sous sein privé, l'accord préélectoral, il a essayé un peu d'analyser, de décortiquer cet accord-là. Il vous a montré les conséquences de cet accord, les conséquences politiques et les conséquences juridiques. Il a essayé un peu de vous montrer ça. Maintenant, nous allons entamer notre deuxième question. Nous allons pouvoir parler de l'accord post-électoral. C'est encore un accord très capital qui fait couler encre et salive. Il y a beaucoup qui en parlent. Nous allons pouvoir parler un peu sur cet accord. Parce que le premier accord préélectoral, vous avez dit, c'est un accord sous sein privé. C'est un acte qui n'est pas authentique. Donc, un acte de 2 individus, et surtout que l'autre n'avait pas la qualité du président. Il était encore un candidat qui a signé cet accord-là. Vous avez évoqué certaines dispositions constitutionnelles en soutenant que nous avons une constitution qui est rigide, qui n'est pas souple. Donc, dont les mécanismes de révision sont vraiment difficiles. Voilà. Alors, nous allons maintenant parler du deuxième accord, l'accord post-électoral. Cette fois-ci, ce n'est pas l'accord des individus, mais c'est l'accord des regroupements politiques. Donc, CACH et FCC. Ce sont des regroupements qui sont tous de cet accord. Bon, maintenant, nous, on pensait parfois que cet accord ici pouvait amener le pays au développement.
parce que l'un des contractants était déjà au pouvoir, il connaît bien le pouvoir, il sait là où il avait échoué, et il pouvait aider l'autre pour qu'il réussisse. Parce que la réussite du président actuel, c'est le développement de la RDC. Maintenant, ce que nous sommes en train de constater, c'est le contraire. C'est le contraire. Maintenant, quelle est votre analyse par rapport à ce deuxième accord qui est post-électoral? Merci beaucoup. Il y a discordance des majorités politiques lorsqu'un camp politique se retrouve avec la majorité présidentielle et se va priver de la majorité parlementaire ou vice-versa. Alors, pour mettre fin ou devant cette situation, l'attitude politique à prendre, c'est se mettre en coalition. C'est-à-dire les majorités séparées doivent converger afin d'avoir une majorité hétérogène. Ceci pour éviter les situations malheureuses de la cohabitation et permettre de dégager un gouvernement de coalition. Mais les constats malheureux que nous avons fait de cette coalition, c'est qu'une coalition, moi je dirais bien une majorité hétérogène, n'assure pas souvent les soutiens politiques, économiques que préfère un président de la République qui a toujours une majorité homogène. Voilà pourquoi même c'est que cette coalition a démontré ses limites dans la gouvernance de notre pays. Donc c'est ce qui justifie même les consultations initiées par le président de la République en vue de dégager un gouvernement d'union sacrée. Donc à notre avis, la coalition est constitutionnelle. D'ailleurs, elle est prévue par l'article 78 de la Constitution du 18 février, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République. Mais ce que nous avons constaté, le plus malheureux, c'est que les acteurs politiques, permettez-nous de le dire, les leaders politiques congolais souffrent encore de l'insuffisance de maturité politique. Alors, pour mettre fin à ça, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République et arbitre même ce qui lui est reconnu par l'article 69 de la Constitution de notre République, a pris l'initiative de mettre en œuvre les consultations politiques en vue d'avoir un gouvernement d'union sacrée. Merci beaucoup. Maintenant, par rapport à cet accord ici, vous avez évoqué les conséquences politiques et juridiques. Est-ce que dans ce deuxième accord, vous voyez encore les conséquences politiques et politico-juridiques? Eh bien, la comme question, vous l'avez évoqué dans les premiers. La question que vous me posez est importante. Et je vais vous dire que le deuxième accord, c'est un accord que les deux plateformes ont signé déjà au pouvoir. Elle a un peu de légitimité qu'un accord signé avant que les deux individus n'aient qualité d'engager la République. Et cet accord, particulièrement, il est là pour les gouvernements de coalition. Mais comme l'impact politique reste le même. Parce que vous voyez que les manques de confiance entre les leaders politiques, M. Kabila, aujourd'hui sénateur à vie, et M. Tshisekedi, aujourd'hui président de la République et chef de l'État, cela a causé sur la vie des Congolais. Aujourd'hui, il y a hausse des taux d'échange. Les social des Congolais ne fait que se détériorer. Alors, toutes ces questions qu'exposent les Congolais découlent des manques de confiance des leaders politiques congolais. On ne sait pas pour des questions de positionnement politique,
des manques de confiance mutuelle pour des traîtrises, on ne sait pas. Alors voilà pourquoi, nous à notre niveau, on devrait dire au peuple congolais que de désaccords, peu importe leur source, qu'elles viennent des deux leaders politiques congolais, la République est régie non pas des accords politiques, mais par la norme supérieure de la hiérarchie des normes, qui est la Constitution, que nous, Congolais, nous avons voté par les référendums. Alors, nous ne devons pas nous limiter aux accords politiques que les politiciens ont signés. Alors, lorsqu'il y a des questions qui secouent la République, nous devons interroger la Constitution. Donc, c'est la norme que nous devons chaque fois interroger lorsque les questions compliquées secouent notre République, secouent le plan politique, le plan économique, le plan social. Le tout déjà est résolu et prévu par notre Constitution. Donc, c'est ce que je peux vous répondre, monsieur. Vous venez de dire ici que dans l'article 70 de notre Constitution est évoquée la question de la coalition. Bon, maintenant que cette coalition ici ne nous a pas amené au développement, maintenant que cette coalition n'a pas réussi, maintenant que cette coalition ne nous a pas amené là où on pensait arriver, parce qu'au départ, les acteurs politiques nous ont dit que surtout les acteurs qui étaient dans la coalition du FCC et CACH, ils nous disaient souvent, leur discours était que la coalition va amener le pays au développement. Bon, maintenant que ce n'est pas le cas. Maintenant que ce n'est pas le cas. Tandis que dans la Constitution, il n'y a pas, il y a cette disposition-là qui préconise la coalition, mais il n'y a pas une disposition qui montre la modalité de dissociation de la coalition. Comment est-ce que le président va faire pendant ce temps ici? Parce que cela n'est pas préconisé. Sinon, il risque encore de tomber dans la violation de la Constitution, comme c'était le cas autrefois. Parce qu'il est sujet des critiques, des menaces, des attaques, tout ça, de l'autre camp. Bien, merci pour cette question que vous m'aviez posée. Mais je vais vous rappeler que le président de la République n'a jamais violé aucune disposition de la Constitution. Mais par rapport à la question que vous m'aviez posée, je vais vous évoquer l'article 69 de la Constitution de la République. Le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et c'est lui qui arbitre, par son arbitrage, assure le bon fonctionnement des institutions de la République. Si le président de la République, avec toutes ces qualités que nous avons citées tantôt, constate qu'il y a un dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a crise entre les institutions politiques, j'ai cité le Parlement et le président de la République. D'ailleurs, moi je dirais le gouvernement, parce que le président de la République agit par le gouvernement. Le président de la République ne peut pas laisser ceci évoluer ainsi, mais il doit agir. Agir, c'est quoi? Permettre à ce que ces institutions collaborent, qu'il y ait des rapports qui vont permettre la stabilité politique. C'est ce qui justifie même les consultations politiques qu'il a entamées. Alors, lorsque cette coalition manifeste des limites, le président de la République doit agir. D'ailleurs, nous avons dit... Il agit en tant qu'arbitre. Il agit en tant qu'arbitre. Nous l'avons dit. Il agit en tant qu'arbitre. Alors, voilà pourquoi de dégager un gouvernement d'union sacrée. Bon, merci beaucoup. Maintenant que cette disposition-là n'est pas préconisée dans les mécanismes de la dissociation de la coalition, n'est pas préconisé dans la Constitution. Bon, si le président agissait en tant qu'arbitre, comme vous avez évoqué l'article 69, en tant qu'arbitre, les garants agissaient avec cette qualité-là. L'autre camp-là ne va pas s'opposer à cette décision. Bon, vous savez... Parce que la Constitution, jusque-là, la Constitution est muette. Il n'y a aucune disposition qui nous montre les mécanismes de la dissociation de la coalition. Monsieur, vous savez, les décisions politiques, les positions politiques sont toujours susceptibles des critiques politiques aussi. Parce que lorsqu'il y a un pouvoir, il y a aussi une opposition politique. Alors, si le président de la République arrivait à prendre une décision politique,
attendez-vous aussi à des critiques politiques. Donc c'est normal. Alors, mais par rapport à la question que vous m'aviez posée, si après ces consultations, le président de la République est arrivé à prendre une décision, bon, prenons l'hypothèse qui va mettre fin à la coalition FCC-CAJ. Ce qui n'est pas préconisé dans la Constitution, parce que normalement la coalition là c'est pour le quinquennat, c'est pour 5 ans. Mais c'est vous qui le dites. Mais c'est vous qui le dites. À notre avis, à notre niveau, vous devez retenir que le président de la République assure par son arbitrage le bon fonctionnement des institutions politiques. Même s'il s'agit de violer la Constitution, non. En tant qu'arbitre, il peut violer la Constitution. Non. Moi, je ne vous dis pas ceci et cela. Mais pour l'intérêt supérieur du peuple congolais, le peuple dont moi j'ai été toujours fan, le président de la République fait toujours son mieux pour garantir le bien vivre, les sociales du peuple congolais. Voilà pourquoi si ces consultations politiques sont initiées, c'est pour le bien du peuple congolais. Donc voilà pourquoi nous soutenons cette logique du président de la République. Parlons de la consultation. Quelle est la différence que vous faites entre la consultation et la concertation? Parce qu'il y en a ceux qui soutiennent la concertation, d'autres la consultation. Il y en a même ceux qui soutiennent les dialogues. Hein? Il y en a ceux qui désirent les dialogues à la place des consultations. Maintenant, quelle est la différence que vous faites entre ces trois mots-là? Bon, merci. La différence entre la consultation, la concertation et les dialogues. Premièrement, dans la consultation, il y a une personnalité généralement les plus supérieure qui reçoit, moi je ne dirais pas supérieur, mais qui a le pouvoir, qui reçoit les propositions des autres afin de décider. Alors dans la concertation, il y a une part égale. On est là, on se concerte, et après il y a partage des pouvoirs. Chacun se retrouve avec sa part politique. Donc partage des gâteaux. Dans un dialogue, c'est fait généralement à la suite des crises politiques que les leaders politiques se mettent pour dialoguer, voir ce qu'ils peuvent prendre comme prise de position générale au cours de ces dialogues politiques. Donc c'est en résumé ce que je peux vous dire comme différence entre ces trois mots. Mais est-ce que je vais aussi vous dire que ces consultations politiques ne veut pas dire qu'on vient pour des positionnements politiques, pour le partage des gâteaux. Non. Ici, le président de la République veut dégager ce gouvernement d'union nationale. Non, ça n'a pas... Attendez un peu, monsieur. Vous pensez que tous ceux qui partent là-bas... Laissez-moi terminer ce raisonnement. D'accord. Ces consultations veulent dégager un gouvernement d'union sacrée. Ce gouvernement a comme objectif de résoudre les questions que les Congolais se posent. Aujourd'hui, il y a hausse des taux d'échange, il y a les biens et services qui le prix monte. Aujourd'hui, il y a l'insécurité flagrante à l'est du pays. Aujourd'hui, nous vivons presque dans un jungle où le pouvoir de l'État ne se fait pas sentir. Alors, le gouvernement d'union sacrée que le président de la République veut mettre en œuvre va résoudre toutes ces questions. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui prouve que tous ces gens-là qui viennent, qui sont consultés par le président, n'ont pas des ambitions? Parce que tous ces gens-là sont des leaders. Ils ont leur parti politique. Ils ont leurs ambitions. Il y en a même d'autres qui se préparent pour les élections présidentielles dans ce pays. Vous voyez, vous pensez que tous ces gens-là, quand ils viennent, comme ils sont en train de partir là, donc c'est juste pour qu'ils soient consultés, pour qu'ils émettent leurs avis. Et après... pour ne rien gagner en contrepartie? Bon, messieurs, vous voyez qu'il y a une crise, moi j'appelle ça crise, entre le gouvernement par lequel le président de la République agit et le Parlement. Et devant cette question, le président de la République consulte les leaders politiques les plus représentatifs afin de lui proposer ce qu'il peut faire afin de résoudre cette crise.
Donc c'est dans cette logique-là. Et après consultation, le président de la République aura une décision. Et puis, c'est au cours de ceci que va découler le gouvernement d'union sacrée. Mais c'est ce gouvernement-là, c'est ça le partage des gâteaux, M. Gina. Mais écoutez, parce que dans ce gouvernement-là, les membres d'ensemble de Moïse Katumbi seront là, des MLC Mbemba seront là, des Bahati Lukwebo seront là. Tous ces partis-là, tous ces gens-là qui ont été consultés, ils vont se retrouver dans ce gouvernement-là d'union sacrée. Vous voyez? Mais c'est ça le partage des gâteaux. C'est que vous avez refusé pour FCC. C'est ce que vous allez faire encore. Mais écoutez, moi j'évite ce que je récuse moi, c'est de dire le partage des gâteaux. Écoutez que je vous dis. Attendez, c'est ce qui va se faire. Parce que vous avez parlé ici du gouvernement d'union sacrée. Vous voyez, dans ce gouvernement-là, ce sont toujours ce sont ces politiciens-là qui sont consultés par le président qui en feront partie. Moi j'évite qu'on dise que c'est le partage des gâteaux. Parce alors que ça sera comment si Moïse se retrouvait dans le gouvernement? Écoutez, d'ailleurs quand vous citez M. Moïse Katumbi, lorsque vous avez suivi Moïse Katumbi dit qu'il n'a pas besoin d'un... Mais allez-y, laissez-moi partir. Non, vous avez parlé, laissez-moi la parole à partir. Alors, ce que moi je peux vous dire, c'est que après consultation, si le président de la République juge qu'il peut donner à tel ou tel un poste politique, donc il est garant du bon fonctionnement des institutions politiques. Mais pourquoi il ne peut pas donner à FCC? Pourquoi il ne peut pas? Si donner à FCC, là c'est mauvais. Mais le FCC a montré au grand jour son insuffisance de maturité politique. Le FCC a montré aujourd'hui sa limite dans la gouvernance de la République. Donc, moi je dois te dire que le président de la République ne doit pas jouer sur place, il doit agir. Donc il doit enfin prendre le pouvoir et sentir aujourd'hui que agir, le président de la République... c'est contre FCC. Non. Mais oui, c'est ce qui se fait. Non, d'ailleurs... Donc c'est ce que nous pouvons appeler l'amitié ontologique. Donc vous faites des amis pour attaquer un ennemi commun. Le président de la République, il est garant de la nation. Donc il est pour tous. Mais si l'un des camps a montré son insuffisance, moi j'appelle ça insuffisance de maturité politique au lieu de la limite dans la gouvernance des affaires publiques de l'État. Non. L'FCC a montré au grand public son insuffisance de maturité politique. Alors le président de la République, devant une telle question, doit chercher les gens qui doivent aider notre République à avancer, à aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais veulent la sécurité, aujourd'hui les Congolais veulent les sociales, aujourd'hui les Congolais veulent aller de l'avant. Alors vous ne devez pas... Maintenant, M. Gina, qu'est-ce qui prouve que ce gouvernement ici, d'union sacrée, va répondre aux besoins ou aux desiderata du peuple? Parce que c'était le cas avec Kabila et avec FCC et Cash. Au départ, c'était toujours comme ça. Les politiciens sont des charlatans. Au début, comme ça, ils font des commentaires, ils encouragent ce qu'ils font, mais après, c'est le peuple toujours qui en pâtit. Qu'est-ce qui prouve que ces gouvernements ici, ces consultations vont améliorer la vie quotidienne des Congolais? Bon, moi, je vais vous répondre en ce sens. Avant, M. Kabila et son clan ont dit que l'FCC-CAJ pourrait résoudre les questions des Congolais. Mais aujourd'hui, vous me posez la question si le gouvernement d'union sacrée va résoudre les questions des Congolais. L'expérience malheureuse de la coalition FCC-CAJ va permettre au gouvernement d'union sacrée de résoudre les questions que se posent les Congolais aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous avons une sécurité, c'est parce que le gouvernement de coalition FCC-CAJ n'est pas capable de résoudre cette question. Aujourd'hui, si le peuple congolais vit dans la misère, vit dans la pauvreté, c'est parce que le gouvernement de coalition FCC-CAJ n'est pas capable de résoudre aussi également cette question. Alors, toute cette expérience va permettre au gouvernement d'union sacrée de répondre aux questions qu'aujourd'hui se posent les Congolais. Moi, à mon avis, je ne peux pas être le prophète de malheur pour le peuple congolais. Mais ce n'est pas la première fois que nous connaissons cette histoire de consultation.
Il y a eu, je crois, en 1992 ou 94 avec M. Tshisekedi et Alexis Tambou, Union sacrée. Cette histoire-là date de longtemps. Mais cette fois-là, sans vous arracher la parole, à ces temps-là, il faut que je soulève une question. Pendant ces temps, il y avait plutôt, c'est une circonstance différente de celle que nous vivons actuellement. Pendant ces temps, après que le président Mobutu ait accepté le multipartisme, à la suite de crises politiques, le président Mobutu, après une transition, on a nommé, vous m'excusez, on a nommé M. Tshisekedi comme Premier ministre. Et le camp du MPR ont trouvé qu'ils n'avaient pas d'intérêt politique en ceci. Ils ont aussi créé notre gouvernement et ça a créé le dédoublement institutionnel. Donc on avait en face gouvernement, celui de Justin Birundoa et celui de l'icône de l'opposition politique, M. Etienne Tshisekedi, Wamulu Maderes Mémoire. Alors pour mettre fin à cette crise politique, pour mettre fin à ce dédoublement institutionnel, les politiciens se sont réunis au palais du peuple. Il y avait les forces politiques dites du conclave et les forces politiques dites l'union sacrée de l'opposition radicale et alliée. Donc vous voyez un peu qu'à ce temps, l'union sacrée c'était un mouvement d'opposition politique. Et actuellement, l'union sacrée vient du pouvoir politique, le pouvoir en place. Donc c'est ça la différence que nous pouvons faire à notre niveau sur cette question. Maintenant, qu'est-ce que le peuple peut attendre après ces consultations? Qu'est-ce que le peuple peut attendre après ces consultations-ci? Bon, notre avis... Quelle est votre lecture de la vie politique après les consultations? Oui, comme après consultation, à mon avis... Je propose au gouvernement congolais, je dis pas le gouvernement, je dis plutôt le président de la République, de réformer la majorité politique parce que la dissolution de l'Assemblée nationale serait malheureuse pour le peuple congolais en ce que dissoudre l'Assemblée nationale aura un impact malheureux sur le plan politique parce que ça va créer des crises politiques. C'est qu'il y aura encore des conséquences malheureuses sur les sociales des Congolais. Mais c'est ce que beaucoup de Congolais attendent. Oui. Bon, les Congolais veulent... Ils n'attendent que la dissolution mais de l'Assemblée. Les Congolais veulent quelque chose et son contraire. Alors lorsqu'on veut les changements, lorsqu'on veut les développements, mais on ignore par quel mécanisme... Là, je pense que vous adressez aux Congolais. Oui, je m'adresse à mes compatriotes. J'étais le vrai fan du peuple congolais. Et je défends toujours les valeurs, les droits du peuple congolais. Mais je dois dire à nos compatriotes, je dois dire à mes concitoyens que ce que nous voulons, nous devons aider le président de la République à le faire. C'est-à-dire, nous devons aider le président de la République à réformer la majorité politique au lieu de vouloir la dissolution de l'Assemblée nationale qui est malheureuse pour nous. Quelles sont les conséquences de dissolution? Les conséquences qu'après avoir dissous l'Assemblée nationale, il va se poser un problème politique. D'abord, il y aura des crises politiques qui va se succéder et cela aura un impact sur les sociétés des Congolais. Il y aura un impact économique en ce sens qu'il y aura besoin encore des élections législatives, ce qui va engager les moyens et ça va vraiment secouer notre économie. Mais nous avons des partenaires exogènes. Non. Nous avons la communauté internationale qui a toujours voulu nous soutenir. Écoutez, la communauté internationale, lorsqu'elle soutient, elle attend toujours quelque chose en retour. Alors, c'est ce qui a toujours fragilisé notre économie pendant toutes ces décennies. Alors, moi, je vais vous dire que le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, chef de l'État, commandant des forces armées et de la police nationale, doit comprendre qu'il doit gérer ce pays en toute âme et conscience, en réformant la majorité politique. Maintenant, réformer la majorité, Monsieur Nganga, si cela ne tenait pas,
si cela ne tenait pas, parce que les députés, c'est FCC qui détient la majorité parlementaire pour le moment. Et tous ces députés-là du FCC sont fidèles à leur autorité morale. Maintenant, si Félix ratait cette majorité-là, quelle sera la conséquence? Bon, je vous ai dit que comme ma proposition ne pourra pas résoudre une question, un problème, on ne pourra pas résoudre un problème en provoquant un autre. Mais supposons que le président de la République, après ces consultations, il n'a pas réussi à former un gouvernement, à réunir une majorité autour de lui permettant de former un gouvernement d'union sacrée. À mon avis, le président de la République doit opter pour le moindre mal, dissoudre l'Assemblée nationale, parce que la raison est doublement politique, en sens que s'il ne ratait de former un gouvernement d'union sacrée, il doit carrément dissoudre l'Assemblée nationale, ceci lui permettant d'avoir des élus qui vont permettre au président de la République à mener la politique et l'opposant historique, les camps de l'opposition politique, Étienne Tshisekedi Ouamoulou de reste mémoire, appelé le peuple d'abord. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux députés du FCC qui ne veulent pas répondre à l'appel du chef de l'État? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, à mon avis, en tant que Congolais, un patriote qui aime le Congo. À mon avis, en tant que patriote qui aime la République démocratique du Congo, en qualité de vrai fan du peuple congolais, je suis en train de lancer un vibrant appel aux députés FCC que l'heure est grave. Nous devons sauver le Congo. Parce que c'est le seul patrimoine commun que nous avons. Nous devons sauver le Congo. Et sauver le Congo passe par la relève de débats politiques, les débats que nous avions fait il y a 2 décennies. Nous devons à présent changer cette façon de faire. Soutenons le président de la République pour qu'il mette en œuvre la politique que le Congolais veut. Nous avons besoin des infrastructures, nous avons besoin de développer notre économie, nous avons besoin de sécuriser les territoires nationaux. Nous avons besoin de mettre enfin sur le territoire national un pouvoir politique qui contrôle le peuple congolais. Alors, ainsi, aidons le président de la République à mettre en place, à mettre en œuvre sa politique. Les députés du FCC doivent comprendre que l'intérêt supérieur du peuple congolais doit toujours primer. Moi, je l'avais dit, j'avais dit ça une fois, que le Congo peut réussir, car moi je dis que ce Congo est possible, le Congo peut réussir que si les individus comprennent que l'intérêt général est supérieur à celle des individus. C'est en ce sens que je peux interpeller mes compatriotes que l'intérêt, nous devons privilégier d'abord l'intérêt supérieur du peuple congolais. Maintenant, par rapport aux démarches qu'entamait la CENCO. La CENCO veut voir les 3 leaders, Félix, Kabila et Fayoulou, à la même table en train de discuter sur le Congo. Qu'est-ce que vous dites? Bon, à mon avis, moi je dis que ça c'est joué sur place. On est parti, on doit partir. Quand il faut, il faut. Le président de la République a déjà entamé une initiative. Il ne doit pas il ne doit pas reculer, il doit avancer. Ce que nous voulons, c'est résoudre une question qui est devant nous. Je ne dirais pas une question, mais des questions qui sont devant nous. Celle sociale du peuple congolais, la sécurité, la pauvreté. Nous avons plusieurs questions qui secouent la République, qui secouent le peuple congolais. Nous devons résoudre. Alors, le peuple congolais et le président de la République, en ces temps, doit continuer avec ce qu'il fait. La CENCO aussi doit continuer avec ce qu'il fait. Nous sommes dans un État démocratique. Et quand nous sommes dans un État démocratique, chacun, il est naturel que chacun l'invoque. La CENCO peut continuer à faire ce qu'il veut. On est dans un État démocratique. Moi, je soutiens le président de la République parce que je suis IDPS et allié. Je soutiens le président de la République en ce sens qu'il avance avec ce qu'il fait. Et moi, je prophétise que dans les jours à venir, le Congo changera, le Congo réussira. Parce que l'élection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête du pays, c'est déjà
un nouveau départ, un souffle vivificateur pour la République, je pense que le Congo réussira. Merci beaucoup, monsieur Jinanganga. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. Nous avons sur notre plateau monsieur Jinanganga, il est cadre politique et membre de MCI. C'est lui qui répondait à nos questions. Nous sommes sur le plateau de la chaîne YouTube Genor TV. Nous vous demandons de pouvoir vous abonner et liker, pourquoi pas partager nos vidéos. Merci, que Dieu vous bénisse. Genor TV. Ce qu'on funguri yango, au Congo de l'image à photo. Genor TV. Funguru vivre le spectacle dit. Genor TV. Ce que vous voulez téléphone est bruit. Il y a un vrai. Funguru nan Genor TV. Au Congo de la photo. Comédie Yassika. Biloko Yassika. Biloko Yapoto. Au monde de l'Iside. Il y a un photo. Funguru nan.